Monsieur Blot, merci de nous recevoir dans les locaux de votre association qui s'appelle Dialogue franco-russe. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous dire oui. le but de cette association? Cette association a été fondée il y a une dizaine d'années par les deux chefs d'État de l'époque, c'est-à-dire en France c'était Jacques Chirac, en Russie c'était déjà Vladimir Poutine, pour améliorer les rapports franco-russes, les développer dans le domaine surtout des affaires économiques des entreprises. Donc il y a beaucoup d'entreprises qui sont membres de cette association et beaucoup d'échanges qui se font grâce à cette association. On dit que Poutine est un dictateur. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Il faudrait quand même qu'on respecte la langue française où les mots ont un sens. Bon, un dictateur, c'est quelqu'un qui prend le pouvoir par la force et qui l'impose par la force, même si le peuple n'en veut pas. Bon, c'est absolument pas le cas, évidemment, de Poutine, puisque Poutine a été élu régulièrement dans des élections qui sont des élections pluralistes, où il y a plusieurs partis, y compris même ce qui reste encore du Parti communiste russe. Les institutions russes sont assez largement calquées sur les institutions françaises, avec un président élu, avec un parlement. Je dirais même qu'elles sont plutôt plus démocratiques que les nôtres, puisque par exemple les préfets en Russie sont élus par la population. Chez nous, les préfets sont nommés par le gouvernement. Donc voilà une différence, par exemple. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la Russie est un pays où le gouvernement fait la politique que souhaite la population, indiscutablement. Vous savez que la définition de la Constitution française de la démocratie, c'est la démocratie, le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Alors par le peuple, ça veut dire qu'il y a des élections, tout simplement. Ben, il y en a comme en France. Pour le peuple, ça veut dire que le gouvernement essaye de se battre pour le bien commun. Et pas pour une fraction de gens, pas pour une oligarchie, pas pour quelques privilégiés, voire même au profit de l'étranger. Or c'est le cas de la Russie. Et alors le résultat d'ailleurs est assez révélateur, c'est que dans les sondages qui ne sont pas faits par des organes gouvernementaux, y compris les sondages des instituts occidentaux qui font des sondages en Russie, Poutine est soutenu par 86% de la population, ce qui est quand même un sacré résultat. Et en réalité, pourquoi ce soutien est massif? C'est parce que Poutine fait la politique, effectivement, qui est souhaitée par le peuple russe. Au début, quand j'ai commencé ma coopération avec la Russie assez intense depuis 2 ans, depuis que j'ai pris ma retraite au ministère de l'Intérieur, les Russes me disaient souvent, vous savez, Poutine, il est au centre. Alors, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire. Je pensais à Beyrouth, je me disais, je ne vois pas le point commun. Et puis en fait non, il est au centre de l'opinion publique russe, c'est-à-dire c'est pas lui qui oblige, disons, la Russie à avoir une politique favorable à la nation russe, favorable aux traditions, favorable au christianisme, pas du tout. C'est l'état général de l'opinion publique qui est comme ça. Et lui, il va dans cette direction, évidemment. Donc dire que c'est un dictateur, c'est que c'est doublement absurde, je dirais. C'est absurde d'abord parce qu'il est élu. Et puis deuxièmement, c'est absurde parce que la politique qu'il mène, c'est vraiment celle qui est souhaitée par les Russes, d'où son succès d'ailleurs. Mais je crois qu'on dit ça pourquoi? Parce que les Américains veulent absolument diviser l'Europe et la Russie pour asseoir un peu mieux leur domination. Et puis la deuxième raison, c'est que Poutine a pris plusieurs fois des prises de position, notamment en faveur du christianisme, qui l'ont rendu odieux à une partie des élites occidentales qui sont des élites antichrétiennes. Moi j'étais au club de Valdai, qui est un club d'experts, où Poutine vient une fois par an nous rendre visite. On se réunit sur la mer Noire à Sotchi, près de la mer Noire. Et il y a 2 ans maintenant, ou 3 ans, il y a 3 ans, le président Poutine a fait une longue déclaration disant qu'il était très inquiet de l'évolution des choses en Occident, parce qu'il disait que les Occidentaux ne faisaient plus le distinguo entre le bien et le mal, et que c'était absolument dramatique. Et il a dit l'Occident ne s'en tirera que le jour où il retrouvera ses racines chrétiennes que nous avons en commun d'ailleurs avec les Occidentaux en tant que Russes. Alors ça, je pense qu'on lui pardonne. Alors en ce qui concerne l'Ukraine, d'abord il faut savoir que l'Ukraine et la Russie, ce sont 2 pays cousins, pour ne pas dire frères, qui parlent à peu près la même langue. L'ukrainien n'est pas très éloigné du russe. En plus, les Ukrainiens parlent tous russe pratiquement. Alors ça dépend des régions d'Ukraine. C'est vrai que c'est un pays qui est quand même un peu divisé entre une partie ouest et une partie est. À l'est et au sud, on parle d'abord russe essentiellement. On parle quasiment pas l'ukrainien ou peu. À l'ouest, on parle effectivement beaucoup plus l'ukrainien. Donc là, il y a une différence, effectivement. Ensuite, il y a des différences historiques.
c'est que la Russie, l'Ukraine a fait partie de la Russie depuis Catherine II, on peut dire largement, donc depuis des siècles. Et il y a un petit morceau de l'Ukraine qui effectivement est différent, c'est ce qu'on appelle la Galicie, qui a été longtemps une région polonaise, puis une région autrichienne, faisait partie de l'Autriche-Hongrie. Religieusement, c'est un peu différent, parce que l'Ukraine, comme la Russie, est plutôt orthodoxe, mais dans cette région de la Galicie, il y a ce qu'on appelle les gréco-catholiques ou les uniates, c'est-à-dire des orthodoxes. Enfin, ils ont des rites orthodoxes, mais par contre, ils obéissent, ils reconnaissent, disons, la primauté du pape. Donc là, il y a une différence aussi. Donc c'est une région qui a ses particularités, et où on n'aime pas beaucoup les Russes, mais il faut bien dire que c'est une région qui n'a jamais été russe. C'est Staline qui, en 1945, a arraché cette région dont la capitale est Lvov à la Pologne, a chassé les habitants polonais, et y a mis des Ukrainiens. Bon, donc c'est une région vraiment un peu particulière. Mais si on met à part cette région particulière qui fait 4 millions d'habitants à peu près sur 40 millions, le reste de l'Ukraine est très proche de la Russie, et même la population dans son ensemble est favorable à la Russie. Alors, il s'est passé une chose, c'est que on a fait miroiter à l'Ukraine une richesse illusoire en disant si vous entrez dans l'Europe, vous allez devenir aussi riche que la France ou l'Allemagne. Bon, c'est un pays pauvre, évidemment. Et puis, en même temps, le gouvernement de l'époque, de M. Yanukovych, voulait que l'Ukraine se rapproche d'un grand projet de Poutine qu'il appelle l'Union eurasiatique, qui regroupe, qui est une sorte de marché commun, si je puis dire, pour les pays qui ont toujours eu des liens privilégiés avec la Russie. Actuellement, dans cette union, vous avez l'Arménie qui est pro-russe parce qu'elle a toujours été menacée par la Turquie et par les musulmans. Donc vous avez l'Arménie, vous avez la Biélorussie, qui ressemble à la Russie comme deux gouttes d'eau, en fait, mais qui est à peu près de la taille de la Pologne, c'est un pays beaucoup plus petit, qui a 10 millions d'habitants. Vous avez le Kazakhstan, en Asie centrale, donc où tout le monde parle russe. Vous avez le Kyrgyzstan, qui est un peu un petit Kazakhstan, disons, avec 5 millions d'habitants. Le Kazakhstan en a 17 millions. Tous ces pays-là font partie de cette union eurasiatique. Le projet était d'ajouter l'Ukraine. Et quand Yanukovych a voulu faire entrer, disons, son pays dans cette union, d'abord Bruxelles a dit pas question, c'est l'un ou l'autre, vous choisissez soit l'Europe, soit cette union eurasiatique, mais vous ne pouvez pas faire partie des deux, on se demande pourquoi. Et là, il y a des manifestations de rue donc, qui se sont développées, qui ont pris une tournure de plus en plus violente, à tel point que le président élu, qui était Yanukovych, a été chassé, au péril de sa vie d'ailleurs. Donc c'est un coup d'État en fait. Il y a eu un coup d'État appuyé par les Occidentaux de façon ouverte pratiquement, et notamment par les Américains. De ce coup d'État, il y a la moitié de l'Ukraine à peu près qui a voulu faire dissidence. C'est-à-dire que dans la moitié des districts qui composent l'Ukraine, on a dit, nous, on veut rien avoir à faire avec ce gouvernement de Kiev, qui est un gouvernement autoritaire, qui n'a aucune légitimité, mais par contre, on voudrait effectivement soit devenir indépendant, soit se rapprocher de la Russie. Ça, c'était quand même à peu près la moitié de l'Ukraine qui était dans ce cas-là, notamment toute la bande sud, le bord de la mer Noire. Et ils ont demandé des référendums, et alors, ils n'ont pas eu le temps de les organiser, mais ils ont fait des votes dans les conseils de district qui ont tous demandé le rattachement à la Russie ou l'indépendance. Bon. Parmi cette moitié de l'Ukraine qui a demandé à être détachée de Kiev, il y en a une qui a eu plus de chance que les autres, si je puis dire, c'est la Crimée, parce que c'est une presqu'île, donc elle est isolée, etc. Et la Crimée, avec l'appui effectivement des forces russes, qui sont arrivées dans le pays, et il n'y a pas eu un seul mort, d'ailleurs c'est même rare de voir des choses comme ça. Ils ont organisé un référendum en Crimée qui a donné 90% de gens favorables au rattachement à la Russie. Et donc la Crimée maintenant fait partie de la Russie. Alors évidemment le gouvernement de Kiev est foudrage, mais la volonté de la population est tout à fait nette. Et si on laissait la liberté au reste des Ukrainiens, il y a à peu près la moitié de l'Ukraine qui demanderait la même chose que la Crimée. Alors la Crimée était dans un état absolument lamentable parce que l'Ukraine est un pays de voyous, pour dire la vérité, enfin pas le peuple, mais les dirigeants sont des voyous, des gangsters depuis des années et des années, et c'est un pays donc extrêmement pauvre. Actuellement, ça s'est encore aggravé, et actuellement, le niveau de vie, c'est 20%, un quart du niveau russe à peu près. Donc c'est terrible. Alors, il y a deux provinces qui, elles, n'ont pas voulu se laisser faire, qui sont les provinces qu'on appelle du Donbass. Le Donbass est un bassin minier où il y a du charbon. Et ces deux provinces de Donetsk et de Lugansk ont fait sécession et ont proclamé leur indépendance. Puis ensuite, elles ont demandé à se rattacher à la Russie. Et à ce moment-là, le gouvernement de Kiev a envoyé l'armée
pour écraser cette rébellion à coups de canon, avec l'accord de l'Occident, qui a trouvé ça tout à fait normal. C'est assez curieux d'ailleurs, soi-disant, on est censé être favorable à la démocratie, donc et laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Ben non, là on les a attaqués militairement, et eux se sont défendus parce qu'ils avaient des stocks d'armes énormes qui dataient de l'ancienne Union soviétique. Et depuis, vous avez la guerre civile donc entre ces deux républiques, de Donetsk et de Lugansk, et puis le reste de l'Ukraine. Donc il y a une guerre civile qui s'est ajoutée à tout cela, avec énormément de morts, plusieurs dizaines de milliers de morts, et puis beaucoup de gens ont fui la région, évidemment, parce que si vous voyez vous ne verrez pas à la télévision française, malheureusement, les villes de Donetsk et de Lugansk, c'est aussi horrible que Alep. Tout est en ruine, tout est détruit, c'est bombardé en permanence. Et une partie de la population s'est donc échappée. Et alors là, on a vu un phénomène très intéressant, d'ailleurs, si je puis dire, enfin très triste, mais en même temps intéressant, c'est que 1 500 000 Ukrainiens ont quitté cette région pour se réfugier en Russie. Et alors, en même temps, les Occidentaux disaient la Russie agresse l'Ukraine, la Russie agresse l'Ukraine, la Russie agresse l'Ukraine. Moi, j'ai jamais vu des réfugiés partir dans le pays agresseur. En 1940, quand les Allemands ont agressé la France, on n'a pas vu... Il y a eu des réfugiés sur les routes, ils partaient vers le Midi. Mais on n'a jamais vu de réfugiés français partir vers l'Allemagne en disant on va aller chez Hitler, là on sera bien, évidemment. Ben là c'est exactement ça. Les gens se sont réfugiés en Russie parce qu'ils considèrent que les Russes ce sont leurs frères, quoi. Et ils n'ont jamais pensé un seul instant qu'il y avait une agression russe, qui n'a jamais été prouvée jusqu'à présent d'ailleurs. Ce sont les troupes locales qui se battent, il n'y a pas de troupes russes en Ukraine. Et donc, alors il y a des volontaires, c'est vrai, il y a des volontaires à titre privé qui viennent se battre avec les Ukrainiens. Bon, et ça c'est de tous les temps, si je vais dire. Donc c'est une guerre civile en réalité. C'est une guerre civile où le gouvernement ukrainien essaie d'écraser une partie de sa population qui ne veut pas se soumettre. Voilà. Alors, il faut dire d'ailleurs que dans les raisons qui font que ces peuples ne veulent pas se soumettre, il y a quand même une raison assez évidente, c'est que le gouvernement ukrainien a interdit la langue russe. Alors ce sont des régions où tout le monde parle russe. Donc si on vous interdit votre propre langue, évidemment on comprend évidemment que vous descendez dans la rue pour vous défendre. Voilà, donc en réalité l'Ukraine c'est une guerre civile. Le gouvernement de Kiev, c'est un gouvernement complètement autoritaire, avec même des milices extrémistes plus ou moins pro-nazis, parce qu'ils sont très antisémites en plus. Alors on n'a pas le droit d'être antisémite aujourd'hui en Europe occidentale, mais en Ukraine, oui, ça c'est autorisé par les Occidentaux. C'est assez extraordinaire. Et alors donc ce gouvernement donc fascisant, il faut bien dire, cherche donc à écraser une partie de sa population avec l'accord des Occidentaux. Voilà en fait ce qui se passe. Bon, alors heureusement, il y a eu les accords de Minsk qui ont été signés par les Russes, les Ukrainiens, et y compris les rebelles, etc. Mais les Ukrainiens refusent de les appliquer. Donc, du coup, la guerre continue. Donc, c'est une guerre civile qui continue. Alors, on accuse la Russie de façon complètement absurde, puisque, en fait, c'est une guerre civile entre Ukrainiens, en quelque sorte. La Russie n'y participe pas du tout. L'armée russe n'est pas installée en Ukraine. C'est complètement absurde.